Le temps 1 se consacre à l'imaginaire collectif. Donc, les questions d'évaluation à l'école, sont parfois un sujet qui, peut être désespérant. On en parle souvent dans la presse, dans les colloques, entre les parents et on a l'impression que, rien ne change et ne changera jamais ou que c'est difficile, de changer quelque chose, comme quand Jean-Michel Blanquer a voulu modifier le baccalauréat. Il nous a donc semblé intéressant de commencer par là. Pourquoi cela ne change jamais? Il y a une idée qu'au SICUR, nous avons déjà souvent développée, c'est que nous avons, tous en tête des idées sur ces questions d'évaluation, dont la plupart du temps, nous ne sommes guère conscients. Parce que l'enfance nous les a mises dans la tête, parce que la société nous les a sans cesse confirmées. Alors nous avons décidé d'attaquer par là. D'abord, un cercle large, plus grand que l'école, voir en quoi l'évaluation est devenue constitutive de l'activité humaine et de son développement. Et nous bénéficierons là-dessus d'une intervention de Siam Shker, économiste de la santé et docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Montpellier. Puis, pour creuser la question des imaginaires, comme il sait le faire et montrer à quel point l'histoire la plus inattendue se cache derrière, nous entendrons Ala Boissino, ancien directeur de l'enseignement scolaire, ancien recteur, ancien président du Conseil supérieur des programmes. Il va évoquer quelques exemples d'imaginaires collectifs pesant sur notre question. Enfin, nous nous arrêterons à cette question des imaginaires et des blocages dont on parle en général en matière d'éducation, quand on voit que rien ne bouge et ne semble pouvoir bouger. Nous entendrons là Philippe Champy, ancien chercheur et éditeur, membre d'ICICUR. Merci beaucoup. Je passe après cette très intéressante controverse sur laquelle j'espère qu'on pourra débriefer et échanger pour traiter la question de la place, du comment en fait c'est constitué et c'est développé l'évaluation dans l'activité humaine et dans son développement. Alors, en effet, en termes de périmètre de l'évaluation, nous pouvons constater que celle-ci est inhérente à l'activité de l'homme, qu'elle est constitutive de son mode de pensée, tout en lui permettant ainsi de construire une représentation du réel. Et c'est ce qu'on va tenter de voir dans le temps qui m'est imparti dans un bref historique tour d'horizon autour de la notion d'évaluation et de comment elle a évolué, notamment au cours de ces 2 derniers siècles. Alors, évaluation, oui, mais évaluation de quoi? Sur quoi porte-t-elle? Elle peut porter sur différents éléments, une situation, un objet, un processus, même des pratiques qui vont être continuellement soumises au jugement de l'homme afin que ce jugement puisse se positionner et agir par rapport à l'espace social dans lequel il va évoluer. Alors, l'évaluation, dans une première approche, on cherche un petit peu à s'intéresser à ce concept, on pourrait dire qu'elle pose le postulat suivant, qui serait qu'un jugement scientifiquement valide et socialement légitime se construirait au travers de ce processus d'évaluation. Alors, de ce fait, la construction de ce jugement scientifiquement valide et socialement légitime se retrouverait au centre même de cette élaboration de la connaissance évaluative que l'on comparerait au réel. Dans cette continuité, quelle définition pourrions-nous apporter de l'évaluation, ou plutôt quelle définition existe-t-il une définition unique? Dans la littérature, les éléments de réponse sur des approches définitoires en matière d'évaluation sont importantes, nombreuses, très intéressantes également, puisqu'elles montrent une évolution de l'approche réflexive à l'égard du champ de l'évaluation. Si on cite Schussmann de 1967, pour lui, l'évaluation serait la détermination des résultats obtenus par une activité qui avait été établie pour accomplir un ou des buts quelconques. Dans cette première définition, on voit bien que ce qui prime, c'est l'atteinte de buts spécifiques qui sont poursuivis. Chez West, 1972-1998, l'évaluation consisterait à apprécier l'approche systématique du fonctionnement ainsi que des résultats d'un programme ou d'une politique en fonction de critères explicites ou implicites, de façon à contribuer à l'amélioration du programme ou de la politique. Dans cette approche, contrairement à la première définition abordée, on voit bien qu'il s'agit de l'évaluation du fonctionnement, qui est au cœur de cette proposition du PUPA. Triben, 1991, quant à lui, déterminerait l'évaluation comme étant le fruit d'un processus de détermination de la valeur des choses. Dans cette optique, l'idée, ça serait de ne pas expliciter des critères en termes de finalité, mais plutôt de laisser place à la détermination des valeurs
qui seraient déterminés par des critères propres à chacun. C'est un peu ce qu'on appelle le principe du Goal-Free Evaluation. Ensuite, autre approche proposée par Marc-Henri Edwin dans les années 2000, donc un peu plus récemment, on est sur une définition qui est plus large que les précédentes, puisque pour ces auteurs, l'évaluation contribuerait à rendre les politiques et les programmes plus cohérents grâce à une analyse systématique qui décrirait, expliciterait également des activités, des effets, des justifications et des conséquences sociales de ces politiques et programmes, le but poursuivi étant l'amélioration sociale, soit à quoi elle peut contribuer en aidant les institutions démocratiques à mieux choisir, superviser, améliorer et ainsi rendre cohérentes les politiques et programmes sociaux. On voit que selon cette définition, qui est plus large en effet que les trois premières citées, l'évaluation viserait plutôt l'amélioration de ce qu'on pourrait appeler le bien-être collectif entre guillemets. Dernière proposition pour montrer vraiment les approches qui sont très larges, pas forcément qui s'opposeraient, mais qui montrent des réflexions tout à fait différentes peuvent être menées en matière de définition de l'évaluation. Rossi, en 2004, définirait l'évaluation comme étant le recours à un certain nombre de méthodes de recherche empruntées aux sciences sociales qui poursuivraient l'objectif d'analyser de façon systématique l'efficacité des programmes d'intervention sociale de façon adaptée à leur environnement. Donc, dans cette approche de Rossi, on serait plutôt sur l'importance de l'environnement et du contexte d'intervention plutôt que les finalités poursuivies par un programme qui aura été mis en place. Alors, ce rapide tour d'horizon de l'évaluation des principaux auteurs de la littérature spécialisée dans le champ de l'évaluation montre qu'il serait très complexe, voire impossible, de pouvoir prétendre à une définition unique de l'évaluation. Et qu'il existe en effet de très nombreuses approches. Alors, rapidement, puisque le temps qui m'est accordé est assez court, mais je trouvais intéressant de revenir sur l'évolution historique des différents temps qui ont marqué les époques jusqu'à nos jours en matière d'évaluation. Si on remonte aux années 1800 jusqu'à nos jours, on peut noter qu'il y a, à partir de nombreux travaux de la littérature, il y a une convergence sur le sujet, 4 grands temps, 4 grandes générations de l'évaluation qui sont les suivantes. Une première marquée par une approche plutôt réformiste qui va mettre en place un certain nombre de tests. La principale caractéristique serait ici la mesure. Puis, on emprunterait dans les 30 années qui suivent une période que l'on nomme communément l'âge de l'innocence, où là, on est plutôt dans une approche descriptive. Avant des années 60 jusqu'aux années 90, une approche plutôt fondée sur le jugement, marquée dans un contexte de crise économique, avant d'arriver à une période plus contemporaine dans laquelle le doute est plutôt marquant et où l'évaluation élargit l'ensemble de ces méthodes. Alors rapidement, concernant la période du réformisme des années 1800 aux années 1900, on voit dans cette période les premières véritables évaluations qui se développent, notamment au niveau de l'Europe au début du 19e siècle, et elles sont issues d'un double héritage que représente la révolution intellectuelle, mais également la révolution industrielle. Révolution intellectuelle, pardon, par l'avènement du siècle des Lumières, qui apporte une véritable révolution sur le plan de la rationalité, qui met en avant l'idée selon laquelle la science et la rationalité vont être les principaux outils dont dispose l'être humain afin d'augmenter sa connaissance. D'autre part, la révolution industrielle, qui a été à l'origine de toute une série de progrès techniques, économiques et sociaux qui vont marquer l'ensemble du XIXe siècle. Une transformation majeure d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue industriel qui va se traduire par de nombreux défis, augmenter également la pression pour que soit mis en œuvre un certain nombre d'interventions qui vont permettre l'amélioration des conditions de vie des différents groupes de la population. Et c'est dans un contexte spécifique, justement, que vont se développer tout un ensemble d'évaluations qui vont se décliner sous forme de mise en place de tests standardisés, de mécanismes de collecte systématique de données dans une approche comparative. Toujours dans cette continuité, cette approche réformiste qui continue de se développer dans les années 1900-1930, ils vont encore plus se structurer, notamment en matière d'instruments de mesure qui vont se perfectionner et consolider les efforts en matière d'évaluation, donc correspondre aux instruments de première génération en matière d'évaluation. Quelques exemples dans le domaine de l'éducation, la mise en place de tests, de techniques quantitatives qui vont être empruntées au champ des statistiques, à la psychométrie, vont se développer et occuper une place prépondérante. Des techniques qui vont venir documenter
des effets dans des groupes comparatifs en vue de comparer, de classer et voir le cas échéant de sélectionner certaines pratiques qui vont juger être efficaces comparativement à d'autres. Dans le secteur de la santé, une méthodologie assez similaire, puisqu'on va miser sur la collecte de statistiques sanitaires afin également de comparer des groupes de population, mesurer des effets par rapport à des stratégies de santé. Donc, une grosse première étape qui est marquée par le développement de cette approche expérimentale. Dans les années 1930 jusqu'aux années 1960 à peu près, nous sommes dans une émergence d'une nouvelle approche communément appelée comme l'évaluation de deuxième génération, où on entre dans une fracture assez importante dans le processus d'évaluation, puisqu'on va être dans un contexte tout d'abord de crise économique qui vont entraîner la mise en place de politiques keynésiennes interventionnistes. On est vraiment à l'opposé de l'approche libérale. On va plutôt essayer de mettre en place des politiques qui vont venir gommer les distorsions du marché. Et dans cette approche, on va plutôt s'intéresser au contexte d'implémentation de ces programmes et on va plus se focaliser uniquement sur le suivi des programmes et leurs résultats. Donc, on va plutôt parler ici d'évaluation formative. C'est une évolution qui est majeure, une rupture majeure en matière du postulat qui sous-jacent à l'approche d'évaluation, puisque plutôt que de d'estimer que les résultats obtenus sont dus aux effets du programme mis en place, on va mettre en avant le fait que ce n'est pas uniquement les caractéristiques des individus qui vont y participer, mais également tout un certain nombre d'autres éléments qui vont être reliés à la structure du programme, aux stratégies, un certain nombre de ressources, un contexte environnemental. Bref, la nature globale du traitement qui va être évalué va également considérer son contexte d'implémentation. Alors, pourquoi est-ce qu'on qualifie cette période d'âge de l'innocence pour deux éléments? Premièrement, parce que l'on croit dans le bien fondé de l'ensemble des programmes sociaux, donc que la finalité poursuivie ne peut être que positive. Et secondement, puisque les chercheurs en sciences sociales croient également en l'utilisation des connaissances scientifiques pour améliorer les politiques sociales. Avant-dernière étape, dans ce bref historique de l'évolution de l'évaluation, la période de l'expansion, durant les années 1957-1972, on observe une intensification majeure de l'activité évaluative qui va s'amorcer dans l'ensemble des domaines des politiques publiques. C'est également l'avènement du New Public Management, où nous sommes dans une approche de reddition des comptes, un investissement massif dans les politiques publiques qui se développe avec la condition que l'ensemble des programmes mis en place soient évalués. Également, dans ce contexte d'intensification de l'activité évaluative, on observe une institutionnalisation de la discipline, c'est-à-dire que les organes institutionnels vont encadrer, faire des synthèses de littérature en matière d'évaluation de l'ensemble des programmes pour permettre un accès plus libre à l'ensemble des acteurs qui souhaitent y avoir accès, mais également dans une optique de régulation afin de faire coïncider de façon plus optimale le calendrier de production de données avec celui de la prise de décision. Enfin, plus récemment, nous sommes plutôt dans une période de doute, excusez-moi, les doutes, plutôt que le doute au pluriel, depuis les années 90, où nous constatons que depuis un certain nombre d'années, de décennies, eh bien, l'évolution a été constante en matière d'évaluation, mais des travaux majeurs menés notamment par Duval et Lincoln en 1989 mettent en avant une nouvelle approche de l'évaluation qui serait basée sur des critiques majeures de l'approche purement expérimentale de l'évaluation, qui sont les suivantes. Premièrement, l'évaluation serait considérée trop souvent par les gestionnaires comme étant un simple outil au service des stratégies politiques. Deuxièmement, l'objectivation des jugements devient intenable dès lors que l'on prend en compte la pluralité des valeurs qui vont caractériser un système d'action et par la suite définir les résultats de l'évaluation que nous allons considérer. Et enfin, troisième critique majeure à l'égard de cette évaluation expérimentale uniquement quantitative, eh bien, c'est l'approche justement expérimentale et bien trop positiviste dans laquelle les mesures quantitatives sont celles qui prédominent, tout comme les liens de cause à effet qui excluent des contextes environnementaux, des contextes d'implémentation qui également peuvent venir apporter des éléments de réponse sur l'efficience et l'efficacité de process qui, du coup, sont Siam, Siam, je suis désolée de... Je conclus. Oui, ok, super. Je conclus et cela a conduit au développement d'une approche plus constructiviste avec
du coup, le développement d'évaluation de type participative et collaborative. Un mot de conclusion, donc nous l'aurons noté, l'évaluation contemporaine est l'aboutissement et le fruit de nombreux efforts et de controverses. Aujourd'hui, nous disposons d'un arsenal théorique et méthodologique majeur dans le champ de l'évaluation. Une histoire de l'évaluation qui est de nature changeante et contingente et qui ne peut se dissocier du contexte dans lequel elle s'est développée. Je vous remercie. Désolée pour avoir un petit peu dépassé le temps imparti.